Monsieur, vous n'avez pas besoin d'un bébé. Prenez ma petite sœur. La petite mendiante dit en tremblant de froid à un homme bien habillé. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il était millionnaire et ce qu'il fait ensuite change tout. Suivez cette histoire jusqu'à la fin. Et si elle a déjà suscité votre intérêt, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous faire savoir de quelle ville vous regardez. Continuons. Le vent glacial de l'hiver hurlait dans les rues étroites de Paris tandis que Lucie Moreau, 10 ans, serrait sa petite sœur Amélie, âgée de 6 mois, contre sa poitrine. Sa fine veste offrait peu de protection contre les températures glaciales, mais elle se préoccupait davantage de garder le bébé au chaud que de son propre confort. Les faibles gémissements d'Amélie indiquaient à Lucie qu'il était temps de la nourrir à nouveau, mais leur situation devenait de plus en plus désespérée d'heure en heure. Lucie s'occupait d'Amélie depuis que leur mère était tombée malade et avait dû être hospitalisée 2 semaines auparavant. Sans famille vers qui se tourner et craignant d'être séparée de sa sœur par les services sociaux, Lucie avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour les maintenir ensemble, honorant la promesse faite à sa mère de toujours protéger Amélie. « Chut, tout va bien, Amélie !» chuchota Lucie, berçant doucement sa sœur. « Tu te souviens de l'histoire de la princesse et de son jardin magique ? Il était une fois. » Elle commença à raconter un nouveau conte de fées improvisé, espérant distraire Amélie de sa faim. Lucie avait toujours eu un don pour raconter des histoires, créant des mondes élaborés où les sœurs restaient toujours ensemble et où les fins heureuses étaient garanties. Les réverbères projetaient de longues ombres lorsque Lucie aperçut un homme bien habillé descendant d'une voiture luxueuse près d'une boulangerie qui fermait. Quelque chose dans son visage bienveillant lui donna espoir. Rassemblant tout son courage, elle s'approcha de lui, le cœur battant dans sa poitrine. « Monsieur !» appela-t-elle la voix tremblante. « S'il vous plaît, pourriez-vous nous aider ? Ma sœur, elle a faim et je ne sais plus quoi faire. » Les larmes lui montaient aux yeux tandis qu'elle parlait, mais elle les retint. Elle devait rester forte pour Amélie. L'homme, Thomas Dupont, se tourna pour regarder les filles, son expression passant de la surprise à une profonde inquiétude. C'était un pédiatre reconnu qui avait consacré sa vie à aider les enfants, et la vision devant lui éveilla quelque chose de profond dans son cœur. « Où sont vos parents ?» demanda-t-il doucement, s'agenouillant pour être à la hauteur de Lucie. Sa voix était chaleureuse et rassurante, rien à voir avec les figures d'autorité sévères que Lucie avait évitées jusqu'alors. « Maman est malade à l'hôpital », admit Lucie à contre-cœur. « Nous n'avons personne d'autre. » Elle serra Amélie plus fort, protectrice même dans ce moment de vulnérabilité. Thomas regarda le bébé, sa formation médicale lui permettant de remarquer immédiatement des signes de faim et de froid. « Écoutez, » dit-il doucement, « je veux vous aider toutes les deux. Je suis médecin pour enfants. Me laisseriez-vous vous emmener quelque part où il fait chaud et sûr? Nous pourrons donner à manger à votre sœur et nous assurer que vous allez bien toutes les deux. » Lucie hésita, ses années d'expérience de la rue la rendant prudente. Mais le doux cri d'Amélie et la gentillesse sincère dans les yeux de Thomas lui firent comprendre qu'elle devait saisir cette chance. Pour le bien de sa sœur, elle devait faire confiance à quelqu'un. « Vous ne nous séparerez pas ?» demanda-t-elle d'une voix faible mais ferme. « J'ai promis à maman que je m'occuperai d'Amélie. Nous devons rester ensemble. » Thomas se releva, enleva son manteau chaud et en enveloppa les 2 filles. « Je promets de vous aider toutes les deux. Ensemble. » Il sortit son téléphone et Lucie se crispa, mais il expliqua rapidement. « J'appelle ma femme, Claire. Elle est à la maison en ce moment, en train de préparer le dîner. Que diriez-vous d'une soupe chaude et du pain frais ?» La mention de nourriture fit grogner l'estomac vide de Lucie, lui rappelant qu'elle n'avait rien mangé depuis plus d'1 jour, économisant le peu qu'elle pouvait trouver pour le lait en poudre d'Amélie. Pendant que Thomas parlait doucement au téléphone, elle pouvait entendre la voix excitée d'une femme à l'autre bout du fil, déjà en train de faire des plans pour préparer une chambre pour elle. Lucie baissa les yeux vers le visage d'Amélie, voyant l'espoir se refléter dans les yeux de sa petite sœur. Peut-être, juste peut-être, que leur chance tournait enfin. La promesse qu'elle avait faite à leur mère ne signifiait pas nécessairement qu'elle devait lutter seule. Parfois, protéger quelqu'un signifiait accepter l'aide lorsqu'elle était offerte avec un cœur ouvert. La maison victorienne des Dupont se dressait comme un phare de chaleur contre la froide nuit d'hiver. Lorsque la voiture de Thomas s'engagea dans l'allée, Lucie vit une femme aux cheveux noirs, striés d'argent, debout à la porte d'entrée,
sa silhouette encadrée par la lumière dorée qui se déversait d'eux. À l'intérieur, le visage de Claire Dupont s'illumina d'un sourire maternel, tandis qu'elle descendait précipitamment les marches pour les accueillir. « Oh, mes pauvres chéris !» s'exclama Claire, son regard embrassant les deux sœurs. L'odeur de soupe au poulet faite maison s'échappait de la maison, faisant saliver Lucie. « Entrez, entrez, tout est prêt. » À l'intérieur, la maison était tout ce dont Lucie avait toujours rêvé qu'un foyer devrait être. Des photos de famille ornèrent les murs, des meubles confortables invitaient au repos, et l'air était rempli de l'arôme de la cuisine maison. Claire les conduisit directement à la cuisine, où une marmite de soupe mijotait sur la cuisinière et des petits pains frais attendaient sur le comptoir. « D'abord l'essentiel », dit Claire, sa formation d'infirmière évidente dans ses mouvements efficaces. « Préparons du lait pour ce petit ange. » Elle sortit un biberon de lait maternisé d'un sac de fournitures qu'ils avaient rapidement achetés en chemin. Lucie regarda avec étonnement Claire préparer habilement le biberon à la température idéale. « Voudrais-tu la nourrir ?» demanda Claire, tendant le biberon. Lucie acquiesça, reconnaissante que cette étrangère comprenne son besoin de s'occuper elle-même d'Amélie. Tandis que le bébé buvait avidement, Claire servit à Lucie un bol de soupe et plaça un petit pain chaud à côté. « Mange, ma chérie », l'encouragea-t-elle. « Tu dois aussi garder tes forces. » Thomas s'assit à table avec elle, sa présence calme et rassurante. « Lucie, commença-t-il doucement, peux-tu nous en dire plus sur ta mère? Dans quel hôpital est-elle » Lucie hésita, remuant sa soupe. « L'hôpital Saint-Antoine, » dit-elle finalement. « Elle s'appelle Marguerite Moreau. Elle a une pneumonie. Les médecins ont dit qu'elle doit y rester un moment. » Claire et Thomas échangèrent des regards. « Je connais des médecins là-bas, » dit Thomas. « Avec ta permission, j'aimerais me renseigner sur son état et lui faire savoir que vous êtes en sécurité. Serait-ce acceptable ?» Lucie sentit les larmes monter à nouveau, mais cette fois de soulagement. « Vous feriez ça? Elle doit tellement s'inquiéter pour nous. »« Bien sûr, » assura Claire, posant une main douce sur l'épaule de Lucie. « Et tu pourras aussi lui rendre visite une fois que tout sera réglé. » Comme si elle sentait ce moment émotionnel, Amélie termina son biberon et poussa un soupir de contentement. Lucie sourit, son premier vrai sourire depuis des semaines. Elle n'a pas dormi aussi paisiblement depuis si longtemps. Claire leur montra une chambre douillette à l'étage, où un berceau avait déjà été installé à côté d'un lit double. Lucie s'émerveilla de la rapidité avec laquelle ils avaient tout préparé pour elle. Le lit était garni de couvertures moelleuses et des pyjamas chauds à leur taille les attendaient. « Comment avez-vous » commença Lucie, touchant les vêtements propres avec émerveillement. « J'ai appelé notre fille Camille pendant que Thomas vous ramenait » expliqua Claire. « Elle est à l'université maintenant, mais elle a laissé certaines de ses anciennes affaires et nous gardons toujours des fournitures pour bébé sous la main pour quand nos petites nièces viennent nous rendre visite. » Après avoir aidé, Lucie a donné un bain chaud à Amélie et à la changer en vêtements propres, Claire les laissa s'installer. Lucie s'allongea dans le lit moelleux, Amélie dormant profondément dans le berceau à côté d'elle et essaya d'assimiler l'incroyable tournure que leur vie avait de prise en quelques heures seulement. Un léger coup à la porte précéda le retour de Claire. Elle portait un éléphant en peluche et un livre d'histoire pour enfants. « J'ai pensé que tu aimerais ces objets, » dit-elle, les plaçant sur la table de chevet. L'éléphant était le préféré de Camille quand elle avait ton âge. Lucie tendit la main et toucha l'éléphant usé, sentant la douceur qui venait d'années d'amour. « Merci, » murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. « Pour tout. » Claire s'assit au bord du lit, son visage sérieux mais bienveillant. « Lucie, je veux que tu saches quelque chose. Ce que tu as fait, prendre soin de ta sœur, toute seule, c'était incroyablement courageux. Mais tu n'as plus à être courageuse toute seule maintenant. Thomas et moi, nous aimerions vous aider toutes les deux aussi longtemps que vous en aurez besoin. » Ces paroles enveloppèrent Lucie comme une couverture chaude, et pour la première fois depuis que leur mère était tombée malade, elle se permit de se sentir à nouveau comme une enfant, en sécurité, protégée, aimée. Le lendemain matin, Lucie se réveilla avec la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux de dentelle et la sensation inhabituelle d'une chaleur complète. Pendant un moment, elle resta immobile, craignant que le moindre mouvement ne brise ce qui devait sûrement être un rêve.
Mais le doux roucoulement d'Amélie depuis le berceau confirma que tout était réel. Le sauvetage, les Dupont, le refuge sûr qu'elles avaient retrouvé. En se redressant, Lucie remarqua un petit sac à dos à côté du lit. Son sac à dos, la seule possession qu'elle avait réussi à garder pendant leur séjour dans les rues. À l'intérieur se trouvaient les quelques trésors qu'elle avait sauvés. Une photographie usée de leur mère, l'acte de naissance d'Amélie soigneusement enveloppé dans du plastique et un délicat médaillon en argent qui avait appartenu à leur mère. Lucie n'avait jamais réussi à ouvrir le médaillon, bien qu'elle ait essayé d'innombrables fois. Le fermoir semblait coincé, comme s'il protégeait un précieux secret à l'intérieur. Elle le tenait maintenant, le tournant entre ses mains, se souvenant comment sa mère l'avait serré fermement pendant ses derniers moments conscients à l'hôpital, essayant de dire à Lucie quelque chose à ce sujet qui s'était perdu dans sa confusion fiévreuse. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Claire entra, déjà habillée pour la journée, portant une Amélie fraîchement baignée et changée. « Bonjour ma chérie, j'espère que ça ne te dérange pas. J'ai entendu Amélie s'agiter tôt et j'ai pensé que tu pourrais profiter d'un peu plus de sommeil. » Lucie se leva d'un bond, tendant instinctivement les bras vers sa sœur, mais se détendit en voyant à quel point Amélie semblait contente dans les bras de Claire. « Merci, dit-elle, encore peu habituée à recevoir de l'aide. A-t-elle mangé ?»« Oh, elle vient de terminer son biberon, » sourit Claire. « C'est un vrai petit oiseau matinal, celle-là. Thomas est déjà parti pour l'hôpital pour prendre des nouvelles de ta mère. Et je pensais qu'après le petit déjeuner, nous pourrions vous acheter des vêtements convenables à toutes les deux. Si tu te sens à l'aise pour faire du shopping, avec moi. » La main de Lucie se resserra autour du médaillon. « Je n'ai pas d'argent, » admit-elle, la honte colorant ses joues. Claire s'assit à côté d'elle sur le lit, Amélie jouant joyeusement avec une mèche de ses cheveux argentés. « Lucie, écoute-moi. Thomas et moi voulons vous aider, toi et Amélie. Pas seulement avec un endroit où séjourner, mais avec tout ce dont vous avez besoin. Nous avons été bénis avec plus que suffisamment pour partager et te voir prendre soin de ta sœur. Eh bien, ça me rappelle quelqu'un que je connaissais. » Quelque chose dans la voix de Claire fit lever les yeux à Lucie. Il y avait une tristesse lointaine dans les yeux de la femme, rapidement masquée par un sourire chaleureux. « Maintenant, habille-toi et descends pour le petit déjeuner. J'ai fait des crêpes, aux pépites de chocolat si ça t'intéresse. » Après que Claire soit partie avec Amélie, Lucie sortit les vêtements frais qu'il lui avait donnés la veille. En s'habillant, son esprit s'égara vers le médaillon et les derniers mots de sa mère à ce sujet. « Garde-le en sécurité, » avait-elle chuchoté. « Il a plus de valeur que quiconque ne le sait. » À ce moment-là, Lucie avait supposé que c'était juste la fièvre qui parlait, mais maintenant elle se demandait. En bas, la cuisine était baignée de la lumière du matin et de l'odeur alléchante des crêpes. Amélie était assise dans une chaise haute ancienne que Claire avait miraculeusement trouvée du jour au lendemain, jouant contentement avec un jouet doux. La vue de sa sœur si heureuse et en sécurité fit monter les larmes aux yeux de Lucie. « Je pensais, » dit Claire en plaçant une pile de crêpes devant Lucie, « qu'après le shopping, nous pourrions nous arrêter à votre ancien endroit pour récupérer d'autres affaires que vous auriez pu être obligés de laisser derrière vous. » Lucie se figea à mi-bouchée. Leurs affaires. Dans leur précipitation pour survivre, elle avait dû abandonner la plupart de leurs affaires dans la petite chambre qu'elle louait avant que leur mère ne tombe malade, y compris la vieille boîte à bijoux de sa mère qui pourrait contenir la clé du secret du médaillon. « Il n'y a pas grand-chose, » dit prudemment Lucie, « mais il y a une boîte qui appartenait à ma mère. Je ne pouvais pas la porter quand... » Elle s'interrompit, le souvenir de cette nuit désespérée étant encore trop frais. Claire tendit la main à travers la table et serra celle de Lucie. « Alors nous irons la chercher. Tout ce qui compte pour... Toi compte maintenant pour nous. » Alors que Lucie terminait son petit déjeuner, elle entendit la voiture de Thomas se garer dans l'allée. Son cœur commença à s'emballer. Il était allé prendre des nouvelles de leur mère. Quelles nouvelles allait-il apporter? Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait fut suivi de pas, puis Thomas apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine, son visage portant une expression qui fit se tordre l'estomac de Lucie d'anxiété. L'expression de Thomas s'adoucit en observant la scène domestique devant lui, Lucie avec du chocolat sur le menton, Amélie jouant contentement et le visage plein d'espoir de Claire. Il tira une chaise et accepta la tasse de café que Claire lui offrit. Immédiatement,
« J'ai parlé avec les médecins de ta mère », commença-t-il doucement, les yeux fixés sur Lucie. « La pneumonie est sévère, mais elle répond bien au traitement. Ils s'attendent à ce qu'elle se rétablisse complètement, bien que cela prendra du temps. » Il fit une pause, choisissant soigneusement ces mots suivants. « Elle était incroyablement soulagée d'apprendre que vous êtes toutes les deux en sécurité. Elle essayait de contacter les services sociaux, s'inquiétant terriblement pour vous. » 2. Les épaules de Lucie s'affaissèrent de soulagement concernant la santé de sa mère, mais la tension restait dans sa petite silhouette. « Vont-ils nous emmener maintenant ?» Claire et Thomas échangèrent des regards. « En fait, dit Thomas, ta mère et moi avons eu une longue conversation à ce sujet. Elle nous a donné la garde temporaire de vous deux pendant qu'elle se rétablit. Si cela te convient. » Les yeux de Lucie s'élargirent. « Nous pouvons rester ensemble ?»« Ensemble, » confirma Claire, tendant la main pour caresser la joue d'Amélie. « Aussi longtemps que nécessaire. » Mais Thomas n'avait pas terminé. « Lucie, ta mère m'a dit autre chose. À propos de ton père, Lucie se raidit. Il n'en avait jamais parlé auparavant. Elle veut que tu connaisses la vérité. Il ne vous a pas abandonné, comme tu as pu le penser. C'était un homme d'affaires prospère qui a disparu dans des circonstances mystérieuses quand tu n'étais qu'un bébé. Son nom était Guillaume Martin. » Ce nom raviva quelque chose dans la mémoire de Lucie, une coupure de journal qu'elle avait trouvée un jour dans les affaires de sa mère, à propos d'un PDG éminent qui avait disparu sans laisser de traces. « Seulement, c'est père !» Claire poussa un léger cri. « Guillaume Martin de Martin Entreprise. Thomas, cela signifierait... » « Oui, acquiesça Thomas. Lucie et Amélie sont héritières de l'une des plus grandes fortunes familiales de France. Une fortune qui a été conservée en fiducie toutes ces années, attendant qu'elle soit retrouvée. » La tête de Lucie tournait. Elle sortit le médaillon, l'examinant d'un œil nouveau. Maman disait toujours que c'était important, que ça lui appartenait à lui. Thomas se pencha en avant, soudain attentif. « Puis-je » demanda-t-il, tendant la main. Lucie hésita, puis lui tendit le médaillon. Il l'examina attentivement, son expression devenant de plus en plus excitée. « Ce n'est pas un médaillon ordinaire, Lucie. Ce design, c'est un héritage de la famille Martin. Ils sont célèbres pour leur mécanisme d'horlogerie unique. Mais il ne s'ouvre pas, dit Lucie. J'ai tout essayé. » Thomas sourit mystérieusement. Les Martin étaient connus pour leur amour des énigmes et des compartiments secrets. Leurs bijoux de famille contenaient souvent des loquets cachés que seul un initié pouvait connaître. Ses doigts se déplacèrent habilement sur la surface du médaillon, appuyant ici, glissant là, jusqu'à ce que soudain, clic. Le médaillon s'ouvrit, révélant non pas des photographies comme Lucie s'y attendait, mais une minuscule clé et un morceau de papier plié. Thomas les extrait soigneusement tous les deux, étalant le papier sur la table. Il était couvert de ce qui ressemblait à des codes bancaires et des numéros. « Ceci, dit Thomas en retenant son souffle, pourrait être la clé des dernières actions de ton père avant sa disparition. La preuve nécessaire pour réclamer votre héritage. » Lucie fixa le papier, puis Amélie, qui choisit ce moment pour rire joyeusement, sans raison particulière. Leurs vies avaient changé si radicalement au cours des dernières 24 heures. Et maintenant ça, c'était presque trop à assimiler. Claire sembla sentir son accablement. « Concentrons-nous sur une chose à la fois, » suggéra-t-elle de façon pratique. « D'abord, nous aidons ta mère à se rétablir. Ensuite, nous réglons cette affaire d'héritage. Pour l'instant, ce qui importe, c'est que vous êtes en sécurité, que vous êtes ensemble et que vous n'êtes plus seul. » Lucie acquiesça avec gratitude, mais son esprit s'emballait. Pourquoi sa mère ne lui avait-elle jamais parlé de leurs véritables origines? Qu'était-il vraiment arrivé à son père? Et surtout, quel secret cette minuscule clé déverrouillait-elle? Comme s'il lisait dans ses pensées, Thomas enveloppa soigneusement la clé et le papier dans du papier de soie, les rangeant dans son coffre-fort. « Nous allons comprendre cela ensemble, » promit-il. « Mais Claire a raison. D'abord, installons-vous, correctement toutes les deux. En commençant par cette virée shopping, je crois. » Le reste de la matinée passa comme un éclair d'activité. En se préparant à partir, Lucie ne put s'empêcher de regarder en arrière vers la maison des Dupont. Hier, la maison d'un étranger. Aujourd'hui, un sanctuaire. Et peut-être la clé pour déverrouiller le mystère de son passé. Soit les secrets que cette clé pourrait révéler, elle savait une chose avec certitude. Elle et Amélie étaient enfin sur la voie de comprendre qui elles étaient vraiment.
Le quartier commerçant huppé de Paris étincelait sous le soleil d'hiver, alors que la voiture de Claire se garait sur le parking de Boutique Enfantine, un magasin élégant que Lucie n'avait jamais admiré qu'à travers ses vitrines. Amélie, fraîchement changée et nourrie, gazouillait joyeusement dans son siège auto, semblant consciente de l'aventure qui les attendait. « Maintenant, dit Claire en détachant le siège auto d'Amélie, trouvons-vous quelque chose de spécial à toutes les deux ?» Son sourire chaleureux mit Lucie à l'aise malgré la devanture intimidante avec ses vitrines impeccables. En entrant dans le magasin, une vendeuse s'approcha, son expression passant de la courtoisie professionnelle au dédain à peine dissimulé lorsqu'elle vit les vêtements usés de Lucie. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, dirigeant sa question uniquement vers Claire. La colonne vertébrale de Claire se redressa et sa voix prit un ton d'autorité tranquille que Lucie n'avait pas entendu auparavant. « Oui, nous aurons besoin d'une garde-robe complète pour les deux filles. Tout des vêtements de tous les jours aux tenues de cérémonie et la meilleure qualité que vous ayez, s'il vous plaît. » L'attitude de la vendeuse se transforma instantanément. « Bien sûr, madame ?» Dupont. L'épouse du docteur Thomas Dupont. Le nom signifiait clairement quelque chose pour la vendeuse, dont les yeux s'élargirent légèrement. Alors qu'elle parcourait le magasin, sélectionnant des vêtements à la taille de Lucie, une autre cliente attira son attention. Une femme élégante d'une cinquantaine d'années, qui ne cessait de les regarder avec une expression indéchiffrable. Il y avait quelque chose de familier dans son visage, bien que Lucie ne puisse pas l'identifier. « Et c'est ceci, ma chérie », encouragea Claire, suspendant plusieurs robes dans une cabine d'essayage. Lucie sortit dans une belle robe bleue qui faisait briller ses yeux, et Claire applaudit avec ravissement. « Oh, Lucie, tu es ravissante !» La femme élégante s'était rapprochée, et maintenant Lucie pouvait entendre sa brusque inspiration. « Excusez-moi, » dit-elle, sa voix cultivée mais tremblant légèrement, « mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer. Vous ressemblez exactement à quelqu'un que je connaissais. » Claire se rapprocha instinctivement de Lucie, protectrice. « Ah bon ? La fille de Guillaume Martin ?» demanda directement la femme, ses yeux ne quittant jamais le visage de Lucie. « Vous devez l'être. Vous avez ses yeux, exactement comme je m'en souviens. » Le cœur de Lucie commença à s'emballer. « Vous connaissiez mon père ?» La femme acquiesça, l'émotion traversant ses traits. « Je suis Victoire Martin Renard. Guillaume était mon frère. » Elle se tourna vers Claire. « Je cherche mes nièces depuis des années, depuis qu'il a disparu. Quand Marguerite a disparu avec les filles, nous avons perdu toute trace d'elle. » Le bras de Claire entoura protectivement les épaules de Lucie. « Madame Martin Renard, c'est un véritable choc pour Lucie. Peut-être devrions-nous... » « S'il vous plaît, interrompit Victoire, sa composition se fissurant légèrement. « J'ai manqué tant d'années avec elle. Puis-je au moins rencontrer... » « Le bébé? Amélie, n'est-ce pas ?» Lucie regarda Amélie jouant joyeusement dans les bras de Claire, puis revint à cette tante qu'elle n'avait jamais su exister. Les yeux de la femme étaient de la même nuance de bleu que les siens, comme ceux de son père l'avaient été. Malgré son apparence élégante, il y avait quelque chose de vulnérable dans son expression. « Elle nous protégeait, » dit soudainement Lucie, comprenant l'illumination. « Maman, je veux dire, elle avait peur de quelque chose, c'est pourquoi nous déménagions si souvent. C'est pourquoi elle ne m'a jamais parlé de la famille de papa. » Le visage de Victoire s'adoucit de tristesse. « Ta mère avait ses raisons, j'en suis sûr. Mais Lucie, toi et Amélie êtes des Martins. Vous faites partie de l'une des plus anciennes familles de Paris. Il y a tant de choses que vous devez savoir, tant de choses qui vous appartiennent. » Claire prit la parole, sa voix douce mais ferme. « Peut-être pourrions-nous organiser une rencontre en bonne et due forme, une fois que les filles seront installées. Leur mère est actuellement à l'hôpital et elles ont traversé une assez dure épreuve. » Victoire sortit une élégante carte de visite, la remettant à Claire. « Bien sûr, s'il vous plaît, appelez-moi à tout moment et... » Elle hésita puis ouvrit son sac à main de designer en sortant une petite boîte en velours. « J'ai porté ceci pendant des années, espérant le donner à la fille de Guillaume quand je la trouverai. Il appartenait à ta grand-mère, Lucie. » À l'intérieur de la boîte se trouvait un délicat bracelet à breloques, chaque breloque semblant être une minuscule pièce de puzzle complexe. Les doigts de Lucie tremblèrent tant là, touchant, se souvenant du médaillon avec ses compartiments cachés. « Merci », murmura-t-elle. Tandis que Victoire quittait le magasin, Lucie remarqua qu'elle essuyait des larmes de ses yeux.
Claire la serra contre elle. « Ça va, ma chérie ?» Lucie hocha lentement la tête, son esprit tourbillonnant de questions. « Claire, tu penses qu'elle est vraiment ma tante? Et si elle l'est, pourquoi ne nous a-t-elle pas trouvés avant ?» Maman avait si peur parfois, toujours à regarder par-dessus son épaule. De quoi avait-elle peur? Les couloirs stériles de l'hôpital Saint-Antoine semblaient moins intimidants avec Claire à ses côtés. Lucie serrait Amélie contre elle, tandis qu'elle se dirigeait vers l'unité de soins intensifs où leur mère se rétablissait. Thomas avait organisé une visite spéciale, s'assurant qu'elle pourrait la voir malgré les restrictions habituelles. La chambre de Marguerite Moreau était silencieuse à l'exception du léger bip des moniteurs. Quand elle vit ses filles, son visage pâle s'illumina de joie. « Mes filles », chuchota-t-elle, tendant une main tremblante. « Vous êtes en sécurité. Dieu merci, vous êtes en sécurité. » Lucie se précipita au chevet de sa mère, prenant soin de ne pas déranger Amélie qui s'était endormie. « Maman, nous allons bien, les Dupont se sont occupés de nous. » Les yeux de Marguerite se remplirent de larmes, tandis qu'elle regardait « Claire, comment pourrais-je jamais vous remercier ?»« Ce n'est pas nécessaire, » assura Claire. « Vos filles sont merveilleuses. Mais Marguerite, nous devons parler de Victoire Martin-Renard. Elle a vu les filles aujourd'hui. » La couleur disparut du visage de Marguerite. « Victoire, non, non, elles ne peuvent pas, vous ne comprenez pas. »« Maman, » dit fermement Lucie, lui montrant le bracelet à breloques. « Elle m'a donné ceci. Elle dit que c'était celui de grand-mère Martin. S'il te plaît, dis-moi la vérité. Qu'est-il arrivé à papa? De quoi avais-tu peur ?» Marguerite ferma les yeux, semblant rassembler ses forces. Quand elle les ouvrit, il y avait une résolution dans son regard que Lucie n'avait jamais vue auparavant. « Tu es assez grande pour savoir maintenant. Ton père, il a découvert quelque chose de mal chez Martin Entreprises. Quelque chose à propos de fonds manquants, d'œuvres de charité pour enfants qui n'existaient pas. Il allait tout révéler, mais ensuite il a disparu. » Claire s'assit, son expression préoccupée. « Et vous pensez que Victoire était impliquée? »« Je ne sais pas, » admit Marguerite. « Mais quelqu'un nous suivait, nous observait. J'ai reçu des avertissements. Prends les filles et fuis, disait-il. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai changé notre nom de Martin à Moreau. Nous déménagions constamment. J'avais tellement peur qu'il nous trouve. » Lucie toucha le médaillon autour de son cou. La clé et les papiers que nous avons trouvés à l'intérieur, ce sont des preuves, n'est-ce pas, de ce que papa a découvert? Les yeux de Marguerite s'élargirent. « Tu l'as ouvert, après toutes ces années ?» Elle prit la main de Lucie. « Écoute-moi, ma chérie, ton père était un homme bon, il voulait rétablir les choses. Ces documents, ils sont importants, mais ils sont aussi dangereux. » Madame Moreau, intervint doucement Claire, vous n'avez plus à vous inquiéter. Thomas a des contacts dans le monde financier. Nous pouvons aider à enquêter correctement et en toute sécurité. Les filles seront protégées. Une tension que Lucie n'avait même pas réalisée que sa mère portait sembla quitter son corps. « J'ai été si fatiguée, » chuchota Marguerite. « Fatiguée de fuir, d'avoir peur. Peut-être est-il temps d'affronter cela pour le bien des filles. » Amélie choisit ce moment pour se réveiller, clignant des yeux vers leur mère avec ses grands yeux bleus. Marguerite sourit à travers ses larmes. « Mes belles filles, vous méritez de connaître votre histoire familiale, votre véritable héritage. Mais promets-moi que vous serez prudente. Victoire, elle peut sembler gentille, mais fais confiance à ton instinct. » Lucie acquiesça, mais son esprit s'emballait. Le bracelet à breloques semblait lourd dans sa poche, chaque breloque contenant potentiellement ses propres secrets, comme le médaillon l'avait fait. Son père avait aimé les énigmes, les compartiments cachés. Quels autres indices avait-il? À laisser derrière lui? Repose-toi maintenant, maman, dit-elle, se penchant pour embrasser la joue de sa mère. Nous reviendrons te voir demain. En quittant l'hôpital, Lucie remarqua une élégante voiture noire sur le parking, son conducteur les observant attentivement. Claire dut également le remarquer, car elle les fit rapidement monter dans sa voiture et prit un chemin détourné pour rentrer. De retour à la maison des Dupont, Lucie s'assit sur le rebord de la fenêtre de sa chambre, regardant Amélie jouer sur une couverture douce. Le bracelet à breloques était posé devant elle, chaque minuscule breloque scintillant dans la lumière de l'après-midi. Une en particulier attira son attention, un livre miniature qui semblait avoir les plus minuscules des charnières.
Son père avait caché des informations vitales dans le médaillon de sa mère. Quel secret pourrait être dissimulé dans le bracelet de sa grand-mère? Et plus important encore, qui d'autre pourrait être à la recherche de ces secrets? Le manoir Martin se dressait devant elle, son architecture victorienne témoignant de l'ancienne richesse parisienne. Lucie se tenait devant les portails en fer forgé, Amélie dans ses bras, tandis que Thomas garait la voiture. Après une semaine de considérations minutieuses et de discussions approfondies avec sa mère en convalescence, elles avaient décidé d'accepter l'invitation de Victoire à visiter la propriété familiale. « Souviens-toi », chuchota Claire, se tenant de manière solidaire à côté de Lucie, « nous sommes là avec toi. Si à un moment donné tu te sens mal à l'aise, nous partirons immédiatement. » Les grandes portes en chêne s'ouvrirent avant qu'elle ne puisse sonner, révélant Victoire dans un élégant tailleur crème. « Bienvenue chez vous », dit-elle doucement, les yeux brillants d'émotion. Derrière elle, un majordome âgé nommé Marcel se tenait au garde à vous, son visage s'illuminant à la vue des filles. « Mademoiselle Lucie », souffla-t-il, « vous ressemblez tant à votre père quand il était jeune. » Il se reprit rapidement, mais Lucie perçut l'affection sincère dans sa voix. Le hall d'entrée était exactement comme Lucie l'avait vu dans de vieilles photographies qu'elle avait découvertes dans la boîte à bijoux de sa mère. Sols en marbre, lustre en cristal et un escalier majestueux qui s'incurvait vers le premier étage. Mais ce qui retint son attention fut le grand portrait accroché au-dessus de la cheminée. Un homme avec ses propres yeux bleus et son sourire doux, tenant une jeune fille qui aurait pu être Lucie elle-même à l'âge de 5 ans. « C'est ton père », expliqua Victoire, suivant son regard. « Avec moi pour mes 10 ans. Il avait 15 ans de plus que moi, plus comme un second père qu'un frère après le décès de nos parents. » Lucie s'approcha du tableau en étudiant les détails. Son père portait une expression familière, qu'elle avait vue dans son propre reflet en s'occupant d'Amélie. Le même amour protecteur, la même douce détermination. « Voudrais-tu voir son bureau ?» demanda Victoire. « Il est exactement comme il l'a laissé. Je n'ai jamais eu le cœur de changer quoi que ce soit. » Le bureau était une pièce chaleureuse, tapissée de livres, avec un imposant bureau en acajou et des fauteuils confortables en cuir. Ce qui attira immédiatement l'attention de Lucie fut un curieux dispositif d'horlogerie exposé dans une vitrine. Un arrangement complexe d'engrenages et de cadrans qui ne semblait servir aucun but évident. « Le passe-temps de ton père », expliqua Victoire, touchant affectueusement la vitre. « Il aimait créer des énigmes et des dispositifs mécaniques. Il disait qu'il l'aidait à penser clairement lorsqu'il traitait des problèmes complexes au travail. » La main de Lucie se porta au bracelet à breloques dans sa poche. « Comme les breloques sur celui-ci et le médaillon de ma mère ?» Une ombre passa sur le visage de Victoire. « Je vois, Guillaume a toujours aimé ses petits secrets, la façon dont il pouvait cacher des choses à la vue de tous. » Elle s'interrompit, perdue dans ses pensées. Amélie commença à s'agiter, et Claire s'avança immédiatement pour la prendre. « Peut-être a-t-elle besoin d'être changée. Y a-t-il un endroit ?»« Bien sûr, » dit Victoire. « Marcel vous montrera la nurserie. Tout est préparé. Je me suis permis de la faire rénover, espérant que vous viendriez souvent. » Alors que Claire partait avec Amélie, Lucie se sentit attirée par le bureau de son père. Tout était méticuleusement organisé, mais il y avait quelque chose de personnel dans l'arrangement. Une tasse à demi vide de crayons vieux de décennies, un buvard en cuir usé, et plus intriguant encore, un petit trou de serrure en laiton, inséré dans la surface du bureau, qui ne semblait correspondre à aucun des tiroirs visibles. « Le bureau puzzle Martin », dit Victoire, observant l'exploration de Lucie. « L'une des créations les plus ingénieuses de ton père. On dit qu'il contient une douzaine de compartiments cachés, mais je ne pense pas que quiconque les ait tous trouvés. Guillaume adorait ce bureau. Il y passait des heures, surtout durant ces dernières semaines avant qu'il ne disparaisse. » Termina doucement Lucie. Elle passa ses doigts le long du bord du bureau, cherchant des irrégularités. « Tante, Victoire, pourquoi ne nous avez-vous pas trouvés plus tôt? Maman a dit que des gens nous surveillaient, nous menaçaient. Qui aurait voulu nous faire du mal ?» Victoire s'enfonça dans l'un des fauteuils en cuir, semblant soudain plus âgé. « Lucie, il y a tant de choses que tu ne sais pas sur l'héritage Martin. Ton père a découvert quelque chose qui l'inquiétait beaucoup. Mais avant qu'il puisse me dire ce que c'était, il a disparu.
Tout ce qu'il a laissé était une note disant de protéger sa famille à tout prix. Le cœur de Lucie commença à s'emballer. La clé du médaillon de sa mère semblait brûler dans sa poche où elle la portait. Pourrait-elle possiblement? Un cri soudain d'Amélie à l'étage les fit toutes deux sursauter. « Juste fatiguée », appela Claire de façon rassurante. « Nous allons la promener un peu. » Mais l'interruption avait brisé le moment. Victoire se leva, lissant son tailleur. « Peut-être devrions-nous prendre le thé. Marcel fait d'excellents scones, et j'ai tant d'histoires à partager sur ton père quand il était jeune. » En se dirigeant vers la salle à manger, Lucie jeta un dernier regard au bureau puzzle. Elle était certaine maintenant, ce mystérieux trou de serrure devait être lié à la clé du médaillon. Mais avec Victoire qui l'observait de si près, comment aurait-elle jamais la chance de l'essayer? La salle à manger de la famille Martin était une étude d'élégance d'antan, avec des papiers peints à la main et un lustre qui projetait des prismes arc-en-ciel sur la nappe blanche. Marcel servait le thé dans de délicates tasses en porcelaine fine, tandis que Victoire disposait des scones fraîchement cuits sur des assiettes en argent. « Du sucre ?» demanda Victoire, sa main planant au-dessus du sucrier orné. Lucie remarqua que les doigts de sa tante tremblaient légèrement, trahissant une émotion que son visage composé ne montrait pas. « Oui, s'il vous plaît », répondit Lucie, regardant Claire revenir avec une Amélie maintenant calme. Le bébé tendit immédiatement les bras vers Lucie, qui prit sa sœur avec gratitude. Avoir Amélie dans ses bras l'aidait toujours à penser plus clairement. Les yeux de Victoire suivirent leur interaction avec un mélange d'admiration et de tristesse. « Tu sais, Guillaume était pareil avec moi après le décès de nos parents, si protecteur, si dévoué. Il avait à peine 20 ans lui-même, mais il a mis sa propre vie en suspens pour m'élever. Qu'est-il arrivé à vos parents ?» demanda Lucie, réalisant combien elle en savait peu sur son histoire familiale. Victoire remua lentement son thé. Ils étaient chercheurs, des esprits brillants qui parcouraient le monde en étudiant d'anciens dispositifs mécaniques. Ils ont disparu lors d'une expédition en Égypte quand j'avais 5 ans. Guillaume est celui qui a reçu le télégramme. La main de Lucie se resserra autour de sa tasse de thé. Une autre disparition familiale. A-t-on jamais découvert ce « qui s'est passé » ? Officiellement, c'était un accident pendant une excavation, dit prudemment Victoire. Mais Guillaume, il n'y a jamais cru. Il a passé des années à enquêter, ce qui l'a conduit à développer son intérêt pour les énigmes et les mécanismes cachés. Il croyait que nos parents avaient découvert quelque chose d'important, quelque chose qu'ils avaient caché. Claire se pencha en avant, intriguée. Et a-t-il jamais trouvé quelque chose? L'expression de Victoire devint réservée. S'il l'a fait, il ne me l'a jamais dit directement. Mais durant ces derniers mois, il était différent. Excité par quelque chose, mais prudent. Il passait des heures dans son bureau, travaillant sur des calculs complexes. Puis sont venues les irrégularités qu'il a découvertes dans les comptes. De l'entreprise, une douce sonnerie les interrompit. L'horloge grand-père dans le hall sonnait 4 heures. Victoire la regarda, puis se leva brusquement. « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé. J'ai complètement oublié que j'ai une réunion du conseil d'administration à 4h30. Cela vous dérangerait-il terriblement si nous continuions une autre fois ?» Lucie essaya de cacher sa déception, juste au moment où la conversation devenait intéressante. « Bien sûr que non. Merci de nous avoir reçus. »« S'il vous plaît, revenez demain, » insista Victoire, les accompagnant à la porte. « En fait, Lucie, envisagerais-tu de passer plus de temps ici, de découvrir ton héritage? La maison a tant d'histoires à raconter. » Lucie regarda Claire qui acquiesça avec encouragement. « J'aimerais bien, » dit prudemment Lucie. « Tant qu'Amélie peut venir aussi. Bien sûr, la nurserie est à vous quand vous le souhaitez. » Et Lucie, Victoire, hésita puis sortit quelque chose de sa poche, une vieille clé en laiton sur un ruban de soie. C'était la clé de rechange de ton père pour la maison. Elle est à toi maintenant. En rentrant chez eux, Lucie tenait la clé dans une main et les petits doigts d'Amélie dans l'autre. Claire la regarda dans le rétroviseur. « À quoi penses-tu, ma chérie ?»« Qu'il y a beaucoup plus dans cette histoire, » répondit lentement Lucie. La façon dont tante Victoire a parlé de l'enquête de papa sur la disparition de ses parents, puis a changé de sujet quand elle a mentionné les comptes de l'entreprise. Et as-tu remarqué comme elle a rapidement mis fin à la visite quand elle a commencé à parler des derniers mois de papa?
Claire hocha la tête pensivement. Elle semble sincèrement vous apprécier toutes les deux, mais elle cache définitivement quelque chose. Lucie. Sortit le bracelet à breloques, l'étudiant dans la lumière déclinante de l'après-midi. Une breloque en particulier attira son attention, une minuscule pyramide qui semblait faire écho à l'histoire de Victoire sur la disparition de ses parents en Égypte. « Claire, dit-elle soudainement, serait-il possible de rendre visite à maman à l'hôpital demain? Je pense qu'elle doit être informée de cette conversation. Et peut-être est-il temps d'essayer cette clé du médaillon dans le bureau de papa. » Amélie gazouilla et tendit la main vers le bracelet à breloques, son petit visage sérieux comme si elle aussi comprenait le poids des secrets familiaux qui attendaient d'être découverts. La chambre d'hôpital de Marguerite Moreau s'était transformée au cours de la semaine écoulée, désormais remplie de fleurs des Dupont et de dessins joyeux que Lucie avait faits pendant ses visites. Sa mère semblait plus forte aujourd'hui, assise dans son lit et parvenant même à tenir Amélie pendant quelques précieux moments. « Victoire t'a parlé de tes grands-parents ?» demanda Marguerite, sa voix stable mais ses yeux troublés. « Je suppose qu'il était inévitable que tu finisses par apprendre l'histoire familiale. » Lucie s'assit au bord du lit, le bracelet à breloques étalé entre elles. « Maman, pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? À propos de l'enquête de papa de ses parents ?» Marguerite toucha doucement la breloque pyramide. « Parce que la connaissance peut être dangereuse, ma chérie. Ton père l'a découvert à ses dépens. La veille de sa disparition, il est rentré à la maison si excité. Il a dit qu'il avait finalement résolu l'énigme, compris ce que ses parents avaient retrouvé en Égypte. » Qu'était-ce? Lucie se pencha en avant avec empressement. « Il n'a jamais eu la chance de me le dire, mais il m'a donné le médaillon ce soir-là, m'a fait promettre de le garder en sécurité. » Les mains de Marguerite tremblèrent légèrement en ajustant la couverture d'Amélie. « Il a dit que tout ce que nous avions besoin de savoir était caché à la vue de tous, comme ses parents le lui avaient appris. » Claire, qui avait écouté tranquillement depuis sa chaise près de la fenêtre, prit la parole. « Marguerite, la clé que nous avons trouvée dans le médaillon. Lucie pense qu'elle pourrait s'adapter au bureau de Guillaume dans la maison Martin. » Le visage de Marguerite pâlit. « Le bureau puzzle? Oh non, non, Lucie, tu ne peux pas. » « Maman, interrompit doucement Lucie, je ne suis plus cette petite fille. J'ai pris soin d'Amélie toute seule, nous ai gardés en sécurité toutes les deux. Peu importe ce que papa a trouvé, ce dont il essayait de nous protéger. Ne méritons-nous pas de connaître la vérité? » Un long moment passa, tandis que mère et fille se regardaient. Finalement, Marguerite soupira. « Tu as raison, tu lui ressembles tellement. Cette même détermination tranquille. » Elle tendit la main vers son sac à main sur la table de chevet en sortant un journal en cuir usé. « J'ai gardé ceci caché toutes ces années. C'est le journal de recherche de ton père. » Lucie prit le journal d'une main tremblante. « Tu l'avais depuis le début. Je ne pouvais pas risquer que quelqu'un le trouve. Mais peut-être maintenant. » Marguerite regarda Claire. « Vous veillerez sur elle, quoi qu'elle découvre. » Claire vint se placer à côté de Lucie, posant une main de soutien sur son épaule. Au péril de ma vie. Lucie ouvrit soigneusement le journal. Les pages étaient remplies de l'écriture élégante de son père, entrecoupées de dessins techniques et de ce qui ressemblait à des symboles anciens. Une page contenait un croquis détaillé du bracelet à breloques, avec des notes à côté de chaque breloque. « La clé n'est que le début, » lut Lucie à haute voix. « Chaque breloque contient un morceau du puzzle. Ensemble, elles révèlent le chemin. » Elle leva les yeux vers sa mère. Papa a créé le bracelet comme guide? Marguerite acquiesça. Il disait que ses parents lui avaient appris que la meilleure façon de protéger des informations importantes était de les cacher dans de belles choses que les gens voudraient préserver. Le bracelet, le médaillon, même ce bureau, ils font tous partie de quelque chose de plus grand. Amélie tendit les bras depuis les bras de Marguerite, attrapant le journal. Comme Lucie l'éloignait, une photographie détachée glissa d'entre les pages, un jeune Guillaume Martin debout devant une pyramide égyptienne, les bras autour d'un homme et d'une femme qui devaient être ses parents. Ils souriaient tous, mais quelque chose dans leur posture suggérait l'urgence, comme s'ils savaient que leur temps ensemble était limité. « Tes grands-parents ont découvert quelque chose en Égypte, » dit doucement Marguerite. « Quelque chose que des personnes puissantes voulaient te garder caché. Guillaume a passé sa vie à essayer de terminer leur travail, à exposer la vérité. Mais il voulait s'assurer que si quelque chose lui arrivait, tu aurais tout.
ce dont tu avais besoin pour comprendre quand le moment serait venu. Lucie étudia attentivement la photographie. Sa grand-mère portait un collier qui ressemblait remarquablement au médaillon de sa mère. Et là, au poignet de son grand-père, se trouvait ce qui semblait être une version masculine du bracelet à breloques. « Maman, dit-elle lentement, je pense que je dois retourner à la maison Martin. Aujourd'hui, il y a quelque chose que je dois essayer. » Marguerite toucha la joue de sa fille. « Sois prudente, ma courageuse fille, et rappelle-toi, fais confiance à ton instinct. Il vous a gardé en sécurité, toi et Amélie, jusqu'à présent. » En se préparant à partir, Lucie remarqua sa mère et Claire échangeant des regards significatifs. Plus tard, dans la voiture, Claire expliqua « Ta mère m'a demandé de te donner quelque chose quand le moment serait venu. Je pense que ce moment est arrivé. » Elle tendit à Lucie un petit paquet enveloppé dans du papier de soie. À l'intérieur se trouvait une délicate chaîne en or supportant une seule breloque, identique à celle du bracelet de sa grand-mère. La maison Martin semblait différente, alors que Lucie s'en approchait pour la seconde fois. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur la pelouse soignée, et les fenêtres semblaient observer leur arrivée avec des yeux omniscients. Utilisant la clé de son père, elles entrèrent silencieusement, trouvant le grand hall d'entrée vide. « Marcel ?» appela doucement Claire. Pas de réponse. Victoire a mentionné qu'elle avait des réunions tout l'après-midi, se souvint Lucie. Peut-être est-ce notre chance. Elles se dirigèrent vers le bureau de Guillaume, Amélie dormant paisiblement dans les bras de Claire. Le cœur de Lucie battait la chamade en approchant du bureau puzzle. Le trou de serrure en laiton brillait dans la lumière du soleil couchant à travers les fenêtres, presque comme s'il l'attendait. D'une main tremblante, Lucie sortit la clé du médaillon. Avant de l'insérer, elle étudia le bureau plus attentivement, se rappelant les mots de son père dans le journal. La clé n'est que le début. La surface était incrustée de motifs, complexes qui, en regardant de plus près, semblaient former une sorte de carte. « Les breloques » chuchota-t-elle, sortant le bracelet. « Ce ne sont pas seulement des décorations, ce sont des marqueurs. » Elle commença à les disposer sur la surface du bureau, faisant correspondre leur forme à de subtiles indentations dans le bois. Claire regardait avec fascination Lucie travailler. « C'est comme une serrure à combinaison, » observa-t-elle. « Chaque pièce doit être exactement au bon endroit. » Lorsque la dernière breloque fut positionnée, Lucie retint son souffle et inséra la clé. Elle glissa parfaitement. Elle la tourna, entendant une série de clics délicats alors que des mécanismes cachés s'activaient. Un petit panneau dans la surface du bureau glissa, révélant un compartiment contenant une seule enveloppe, jaunie par l'âge. À l'intérieur se trouvait une lettre, écrite de la même main élégante que le journal. « Ma très chère Lucie, si tu lis ceci, tu as déjà fait preuve de l'intelligence et du courage qui coulent si fortement dans notre famille. J'écris cette lettre en sachant que je ne serai peut-être pas là pour te dire ces choses moi-même. Ce que tes grands-parents ont découvert en Égypte n'était pas de l'or ou des bijoux, mais quelque chose de bien plus précieux, des preuves d'une ancienne société qui avait développé des avancées technologiques remarquables, y compris des sources d'énergie durable qui pourraient transformer notre monde moderne. Mais des intérêts puissants ne voulaient pas que cette découverte soit rendue publique. Cela aurait perturbé trop de fortune, défié trop de pouvoirs établis. Mes parents m'ont confié leurs recherches et j'ai passé des années à rassembler des preuves à la fois de leur découverte et des personnes qui ont tenté de les supprimer. Les fonds manquants de la Fondation Martin, les irrégularités que j'ai découvertes, n'étaient qu'une partie d'un schéma plus large. J'ai caché la documentation complète là où seul un vrai Martin pourrait la trouver en utilisant les énigmes et les motifs que notre famille a toujours aimés. La breloque que ta mère porte maintenant est la clé finale. Combinée avec le bracelet de ta grand-mère et ce bureau, elle révélera tout ce que tu dois savoir. Fais confiance à Victoire pour te guider, mais rappelle-toi, dans notre famille, rien n'est jamais tout à fait ce qu'il semble être. Je t'aime, ma chère fille. Prends soin de ta sœur et sache que quoi qu'il arrive, je suis si fier de vous deux. Tout mon amour, papa. Les mains de Lucie tremblaient en terminant la lecture. Claire avait les larmes aux yeux. Oh, Lucie. Mais Lucie examinait déjà la nouvelle breloque que Claire lui avait donnée. Contrairement aux autres, elle avait une minuscule lentille incrustée en son centre. Quand elle la porta, à son œil, elle put voir qu'elle agissait comme une loupe. Le motif du bureau, réalisa-t-elle.
Ce n'est pas seulement une carte, c'est un message. Mais on ne peut le lire qu'avec ceci. Alors qu'elle commençait à étudier la surface du bureau à travers la lentille de la breloque, un bruit provenant de la porte les fit toutes deux se figer. Victoire se tenait là, son visage indéchiffrable, alors qu'elle observait la scène devant elle. « Je me demandais quand tu découvrirais tout cela, » dit-elle doucement. « La question est, es-tu prête pour ce qui vient ensuite ?» Victoire ferma la porte du bureau derrière elle, ses talons claquant doucement sur le parquet alors qu'elle s'approchait du bureau. Lucie se rapprocha instinctivement de Claire, qui tenait Amélie de manière protectrice. « Je t'observe, Lucie, » dit Victoire, sa voix douce. « Je vois comment tu prends soin d'Amélie, comment tu assembles les pièces. Tu ressembles tellement à Guillaume. Il avait cette même façon tranquille de résoudre les énigmes, de voir des motifs que les autres manquaient. » Elle plongea la main dans la poche de sa veste et en retira quelque chose qui fit haleter Lucie, une autre breloque, identique à celle que Claire venait de lui donner. « Oui, » sourit Victoire, « j'en ai une aussi. Nous en avons reçu une chacune, toi, ta mère et moi. 3 pièces du même puzzle, exactement comme Guillaume l'avait prévu. »« Vous saviez ?» demanda Lucie. Tout ce temps, les yeux de Victoire se remplirent de larmes. Je connaissais certaines parties. Guillaume m'a dit qu'il travaillait sur quelque chose d'important, quelque chose qui changerait tout, mais il était prudent, compartimentant les informations pour protéger tous ceux impliqués. La nuit de sa disparition, il m'a laissé une note. Veille sur elle, mais à distance. Quand Lucie sera prête, elle trouvera son chemin vers la maison. Mais pourquoi ne nous avez-vous pas aidés? La voix de Lucie se brisa. Nous avons tant lutté, maman avait si peur. Parce que j'étais aussi surveillée, admit Victoire. Les mêmes personnes qui voulaient supprimer les découvertes de nos parents étaient toujours là. Si j'avais pris contact directement, cela les aurait conduits directement à vous. Alors j'ai fait ce que je pouvais depuis l'ombre, m'assurant que certains investissements portaient à leurs fruits, que des bourses seraient disponibles si nécessaire, que des portes s'ouvriraient au bon moment. Claire prit la parole, sa voix pensive. Comme s'assurer que Thomas et moi soyons à cette boulangerie ce soir-là? Victoire acquiesça. Je connaissais la réputation de Thomas pour aider les enfants dans le besoin. Quand j'ai appris que Lucie et Amélie vivaient dans la rue, j'ai arrangé les choses. Ce n'était pas idéal, mais c'était le mieux que je pouvais faire tout en les gardant en sécurité. Lucie regarda la breloque dans sa main, puis celle de Victoire. Et maintenant, que se passe-t-il maintenant? Maintenant, dit Victoire, se déplaçant vers le bureau, nous faisons ce que Guillaume aurait voulu. Nous terminons ce que nos parents ont commencé. Elle plaça sa breloque à côté de celle de Lucie, créant une magnification plus puissante. Ensemble, nous pouvons enfin lire le message complet. La surface du bureau sembla se transformer sous les lentilles combinées. Ce qui était apparu comme des motifs décoratifs se révéla être de minuscules lignes de texte, s'écoulant à travers le bois comme des rivières de connaissances. « Ce sont des coordonnées », souffla Lucie, reconnaissant les nombres. « Et des dates? Des noms? » « Tes grands-parents n'étaient pas seulement des archéologues, » expliqua Victoire. « Ils faisaient partie d'un réseau de chercheurs qui avaient découvert des preuves de technologies anciennes avancées, des sources, d'énergie propre, des méthodes de construction durable, des traitements médicaux bien au-delà de leur époque, des connaissances qui pourraient révolutionner notre monde. » Elle traça un motif sur le bureau avec son doigt, mais ces connaissances menaçaient trop d'intérêts puissants. Compagnies pétrolières, géants pharmaceutiques, monopoles technologiques, tous risquaient de perdre des fortunes si ces découvertes devenaient publiques. « Et papa a trouvé des preuves ?» demanda Lucie, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « Plus que des preuves. Il a trouvé les documents réels, la recherche originale. Il a tout caché, morceau par morceau, dans des endroits autour du monde. Chaque ensemble de coordonnées mène à une autre pièce du puzzle. » Les yeux de Victoire brillaient d'excitation. « Et maintenant, avec les 3 breloques ensemble, nous pouvons enfin commencer à tout découvrir. » Amélie choisit ce moment pour se réveiller, son gazouillis joyeux brisant la tension dans la pièce. Victoire sourit au bébé, puis regarda sérieusement Lucie. « Mais d'abord, nous devons contacter certaines personnes, des alliés de confiance avec qui ton père travaillait. Ils attendent depuis des années ce moment, protégeant leurs propres pièces du puzzle. Et Lucie, elle hésita. Il y a quelqu'un d'autre que tu dois rencontrer. Quelqu'un qui attend depuis très longtemps de vous voir toutes les deux. Le
Trajet vers la périphérie de Paris prit près d'1 heure. Victoire ouvrant la voie dans sa voiture, tandis que Lucie, Amélie et Claire suivaient dans le véhicule des Dupont. Elles tournèrent sur une route privée qui serpentait à travers une forêt dense, débouchant finalement sur un vaste domaine caché derrière de hautes grilles en fer. Les cèdres, annonça Victoire, tandis que les grilles s'ouvraient automatiquement. L'une des propriétés les plus jalousement gardées de la famille Martin. Même les membres du conseil d'administration de l'entreprise ne connaissent pas cet endroit. La maison qui apparut à leur vue n'avait rien à voir avec le grand manoir victorien de la ville. C'était une structure moderne de verre et de pierre, semblant émerger organiquement du paysage. Des panneaux solaires brillaient sur le toit, et Lucie remarqua ce qui semblait être un système de sécurité sophistiqué intégré harmonieusement dans la conception. En se garant, Lucie vit quelqu'un debout sur les marches de l'entrée, un homme âgé aux yeux bienveillants et avec un déambulateur. Victoire se hâta de l'aider à descendre les marches, mais son attention était entièrement fixée sur Lucie et Amélie. « Mon Dieu !» murmura-t-il, tandis qu'elles approchaient. « Tu ressembles tellement à Catherine. » Devant le regard confus de Lucie, il ajouta « Ta grand-mère, je reconnaîtrais ses yeux n'importe où. » Victoire fit les présentations. « Lucie, Amélie, voici le docteur Jacques Perrin. Il a travaillé avec tes grands-parents en Égypte, et plus tard avec ton père. Il aide à protéger leurs recherches depuis toutes ces années. » Docteur Perrin tendit une main tremblante pour toucher la joue d'Amélie. « La prochaine génération de Martin, votre père serait si fier. » Il regarda Lucie. « Tu as découvert le secret du bureau. » Lucie acquiesça. « Les coordonnées, elles mènent aux recherches cachées ?»« Des parties, » confirma Docteur Perrin. « Mais plus important encore, elles mènent aux preuves. Des preuves que les découvertes de tes grands-parents ont été systématiquement supprimées. Guillaume a tout documenté, créé une piste qui ne pourrait être niée une fois révélée. » Elles le suivirent à l'intérieur, jusqu'à une pièce qui coupa le souffle de Lucie. Un mur entier était couvert de photographies, documents et cartes, tous reliés par des fils colorés comme le tableau d'enquête d'un détective. Au centre se trouvait la photographie qu'elle avait trouvée dans le journal de son père, ses grands-parents et son jeune père en Égypte. « Ta grand-mère était brillante, » dit Docteur Perrin, contemplant la photo. « Elle a été la première à reconnaître l'importance des marques que nous avons trouvées, pas seulement des archives historiques, mais de véritables spécifications techniques. Les anciens Égyptiens possédèrent des connaissances qui pourraient révolutionner notre façon de produire de l'énergie, de traiter les maladies, même de cultiver des aliments dans des conditions désertiques. Mais quelqu'un ne voulait pas que ces connaissances deviennent publiques, devina Lucie. Docteur Perrin acquiesça gravement. De puissantes entreprises risquaient de perdre des milliards si ces découvertes étaient révélées. Quand les menaces n'ont pas fonctionné, tes grands-parents ont disparu. Des années plus tard, quand Guillaume s'est trop approché de la vérité, il a disparu lui aussi. Claire, qui avait observé tranquillement, prit la parole, mais il a laissé une piste pour que Lucie la suive. « Oui, » confirma Victoire. Il savait que sa fille hériterait non seulement de sa détermination, mais aussi de l'esprit brillant de Catherine et du cœur compatissant de Thomas. Elle sourit à Lucie. « Tu l'as prouvé par la façon dont tu t'es occupée d'Amélie, par les choix que tu as faits même dans des circonstances désespérées. » Docteur Perrin se déplaça vers un poste informatique sophistiqué dans le coin. Guillaume a également laissé autre chose, quelque chose que nous avons entretenu, mis à jour et protégé pendant des années. Une archive numérique complète de tout ce qu'il a découvert, programmée pour être publiée auprès de tous les grands médias et institutions scientifiques du monde. Il tapa brièvement, et des écrans s'animèrent montrant d'énormes quantités de données. Tout ce qu'il faut, ce sont 3 mots de passe encodés dans les 3 breloques lentilles pour activer le protocole de publication. Nous attendons. Ce moment depuis très longtemps. Lucie regarda les écrans, puis Amélie qui dormait paisiblement dans les bras de Claire. Elle pensa à leur mère qui reprenait des forces chaque jour à l'hôpital et aux Dupont qui les avaient accueillis sans hésitation. Finalement, elle se tourna vers Victoire et Docteur Perrin. « Avant que nous ne fassions cela, dit-elle fermement, j'ai besoin de tout savoir. Plus de secrets, plus de demi-vérités. J'ai besoin de comprendre exactement ce que mon père a découvert et ce qui lui est arrivé. Amélie et moi, nous méritons toute l'histoire. »
Victoire et Dr Perrin échangèrent des regards. « Tu as raison, » dit doucement Victoire. « Il est temps que tu apprennes tout, y compris ce qui s'est vraiment passé la nuit où ton père a disparu et pourquoi il s'est assuré que tu trouverais ton chemin vers les Cèdres. » Dans la bibliothèque confortable des Cèdres, avec Amélie, faisant la sieste dans un berceau portable à proximité, Victoire et Dr Perrin partagèrent enfin l'histoire qu'ils avaient regardée cachée si longtemps. La cheminée projetait des ombres chaudes sur les murs, tandis que Victoire commençait à parler. « Cette nuit-là, ton père m'a appelé dans un état d'excitation extraordinaire. Il avait finalement assemblé toutes les pièces, pas seulement les recherches de nos parents, mais des preuves de la suppression systématique de découvertes similaires tout au long de l'histoire. Il avait créé un système de sécurité pour protéger et éventuellement révéler tout cela. » Dr Perrin reprit le fil. Guillaume avait passé des années à construire un réseau d'alliés de confiance, scientifiques, journalistes, experts en sécurité numérique. Nous l'avons aidé à créer l'archive, à établir des emplacements sécurisés dans le monde entier pour cacher des preuves physiques. Mais il savait que les pièces les plus importantes devaient rester au sein de la famille. « Les breloques, » dit Lucie, touchant celle autour de son cou. « Ouais, » acquiesça Victoire. « 3 lentilles, 3 perspectives nécessaires pour voir la vérité complète. Il les a données aux 3 personnes en qui il avait le plus confiance. Moi, ta mère et toi, bien que tu étais trop jeune pour le savoir à l'époque. » Claire, assise de manière protectrice près de Lucie, posa la question qui brûlait dans l'esprit de tous. Mais que lui est-il arrivé cette nuit-là? Les yeux de Victoire se remplirent de larmes. Il est venu ici, aux Cèdres. Il a dit qu'il avait une dernière tâche à accomplir avant de mettre en œuvre le protocole de publication. Mais quelqu'un l'avait suivi, quelqu'un qui nous surveillait tous depuis des mois. Guillaume a réussi à nous envoyer un avertissement, poursuivit Dr Perrin. Nous avons mis en œuvre des protocoles d'urgence, effacé toutes les traces de l'existence du réseau. Victoire a dû publiquement prendre ses distances avec lui pour maintenir sa position chez Martin Entreprises, pour garder un œil sur ceux qui pourraient menacer la famille. « Ta mère a été incroyablement courageuse », ajouta Victoire, regardant Lucie. « Elle a immédiatement compris ce qui devait être fait. Elle t'a prise et s'est cachée, sachant qu'un jour tu serais prête à terminer ce que ton père avait commencé. » Lucie se leva et alla à la fenêtre, regardant les terrains paisibles. « Mais papa, où est-il allé ?» Victoire et Dr Perrin échangèrent des regards significatifs. « Lucie, » dit doucement Victoire, « il y a autre chose que tu dois voir, quelque chose qui répondra à cette question. » Ils conduisirent le groupe le long d'un corridor jusqu'à ce qui semblait être un mur vierge. Victoire plaça sa main sur un panneau caché et le mur glissa sur le côté pour révéler un ascenseur. En descendant, le cœur de Lucie commença à s'emballer, sentant qu'ils étaient sur le point de découvrir quelque chose de considérable. L'ascenseur s'ouvrit sur un vaste espace souterrain, qui ressemblait à une combinaison de laboratoire scientifique et de quartier d'habitation. Des bancs d'ordinateurs ronronnaient doucement et des équipements médicaux sophistiqués bordaient un mur. Mais ce qui attira l'attention de Lucie fut la silhouette debout à un établi, lui tournant le dos, ses cheveux maintenant argentés, mais sa posture douloureusement familière. « Bonjour, Lucie, » dit doucement Guillaume Martin, se tournant pour faire face à sa fille pour la première fois en 10 ans. « Tu m'as tellement manqué. » Lucie sentit ses genoux faiblir. Claire s'avança rapidement pour la soutenir, tandis que Victoire expliquait. L'installation souterraine des Cèdres a été conçue comme un dernier recours, un lieu sécurisé, où des recherches vitales pourraient continuer, protégées de ceux qui voudraient les supprimer. Quand Guillaume a été suivi cette nuit-là, il n'a eu d'autre choix que de disparaître complètement. Même moi, je ne savais pas qu'il était ici avant des années plus tard. « Tout ce temps, » murmura Lucie, des larmes coulant sur son visage. « Tu étais ici tout ce temps ?» Les yeux de Guillaume étaient également humides alors qu'il s'avançait. « Je voulais te contacter, te voir grandir, mais ce n'était pas sûr, pas avant que tu sois assez grande pour comprendre et te protéger toi-même. Et puis Amélie est arrivée. » Il regarda sa fille cadette endormie avec un amour intense. « Je vous ai surveillés, toutes les deux à travers Victoire, m'assurant que vous étiez en sécurité attendant le bon moment. » « La nuit à la boulangerie, » réalisa Lucie. « C'était aussi arrangé ?»« Pas exactement, » sourit Guillaume. « Nous savions que vous étiez dans le secteur,
Mais ta décision d'approcher Thomas Dupont pour de l'aide, c'était entièrement toi. Tout comme ta mère, mettant toujours les besoins d'Amélie en premier. J'ai su alors que tu étais prête. Le doux cri d'Amélie brisa la tension émotionnelle dans la pièce. Elle s'était réveillée et tendait les bras, sentant d'une certaine façon l'importance du moment. Les mains de Guillaume tremblaient, tandis que Claire lui apportait le bébé. « Elle a le sourire de Catherine », murmura-t-il, berçant sa fille. « Cadette. Et ta détermination, Lucie. Je vous ai observé à travers les caméras de sécurité pendant que tu prenais soin d'elle, la protégeais. Tu as fait preuve de plus de courage que je n'en ai jamais eu. » Lucie retrouva sa voix. « Mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé ?»« Plusieurs choses, » expliqua Guillaume, berçant doucement Amélie. « D'abord, tu es maintenant assez grande pour comprendre et faire tes propres choix. Ensuite, l'archive numérique est enfin complète, 10 ans de recherche et de preuves. Supplémentaires compilés. Mais surtout, les personnes qui ont tenté de supprimer cette connaissance perdent leur pouvoir. » Dr Perrin s'avança, faisant apparaître des affichages sur des écrans à proximité. Le monde est différent maintenant. Les initiatives d'énergie propre prennent de l'ampleur. Le public exige la transparence des entreprises. Le moment est enfin venu de publier les découvertes de tes grands-parents. « Mais ce doit être ta décision, Lucie, » dit sérieusement Guillaume. « Toi et Amélie êtes l'avenir de l'héritage Martin. Si tu choisis d'activer le protocole de publication, cela changera tout, pas seulement pour notre famille, mais pour le monde. » Lucie regarda autour de l'installation souterraine, assimilant les années de travail, le dévouement qui avait été consacré à protéger cette connaissance. « Maman est-elle au courant que tu es ici ?» Le visage de Guillaume s'adoucit. « Pas encore. Je voulais que tu saches d'abord, que tu comprennes tout avant que nous ne lui disions. Elle a tant sacrifié pour vous protéger toutes les deux. Elle mérite d'apprendre la vérité de la bonne manière. » Victoire toucha doucement le bras de Lucie. « Il y a plus à voir, si tu es prête. Ton père a poursuivi les recherches de tes grands-parents. Les avancées qu'ils ont réalisées ici, elles sont extraordinaires. » Pendant l'heure suivante, Guillaume et Dr Perrin leur firent visiter l'installation. L'esprit de Lucie tourbillonnait face aux implications de ce qu'elle voyait. Système d'énergie durable, traitements médicaux révolutionnaires, innovation, agricole qui pourrait aider à nourrir des millions de personnes. Toute cette connaissance attendant d'être partagée avec le monde. Les 3 breloques, dit-elle finalement, elles ne sont pas seulement des mots de passe, n'est-ce pas? Ce sont des clés pour différentes parties de la recherche. Guillaume sourit fièrement. Exactement, ma lentille contient les spécifications techniques. Celle de Victoire contient la documentation historique. Et la tienne, Lucie, contient quelque chose d'également important. L'élément humain, le cadre éthique que tes grands-parents ont développé pour s'assurer que cette connaissance serait utilisée pour le bien de toute l'humanité. Amélie, toujours dans les bras de son père, tendit la main vers la breloque autour du cou de Lucie, comme si elle comprenait sa signification. Ce geste sembla décider quelque chose pour « Lucie, nous devrions le dire à maman demain », dit-elle fermement. « Et ensuite, nous publions tout. Il est temps que la vérité soit connue. » Claire, qui avait observé tranquillement, prit la parole. « Et les personnes qui ont essayé d'arrêter cela, ne vont-elles pas essayer à nouveau ?»« Elles pourraient, » que reconnut Guillaume, « mais nous ne nous cachons plus. La famille Martin a maintenant des alliés dans le monde entier, scientifiques, journalistes, organisations humanitaires. Une fois que l'information sera publiée, elle ne pourra plus être supprimée. » En regardant son père tenant Amélie, voyant l'amour et la fierté dans ses yeux, Lucie sentit toute une vie de questions et de peurs commencer enfin à s'apaiser. Il y aurait des défis à venir, mais ils les affronteraient ensemble, en ses familles. « Papa, » dit-elle doucement, « vas-tu rentrer à la maison maintenant ? À la maison ?» Guillaume jeta un regard autour de son sanctuaire souterrain. « Il est temps, n'est-ce pas ? Je me suis caché assez longtemps. » Il embrassa le front d'Amélie puis prit la main de Lucie. « Ramenons la famille Martin à la lumière, nous tous ensemble. » Le couloir de l'hôpital semblait plus long que jamais, tandis que Lucie marchait à côté du fauteuil roulant de son père, poussant Amélie dans sa poussette. Ils avaient décidé que Guillaume devrait paraître moins robuste qu'il ne l'était réellement. Une précaution suggérée par Dr Perrin. Claire et Victoire suivèrent de près, apportant leur soutien et guettant tout signe d'attention indésirable.
La chambre de Marguerite était baignée de lumière matinale quand ils entrèrent. Elle était assise dans son lit, semblant plus forte que jamais, lisant un livre que Thomas lui avait apporté. Quand elle leva les yeux et vit Guillaume, le livre tomba de ses mains. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle, son visage perdant toute couleur. « Guillaume ?» Guillaume se leva du fauteuil roulant, s'approchant de son chevet d'un pas assuré. « Bonjour, mon amour. Je suis tellement désolé pour toutes ces années. » Les retrouvailles qui suivirent amenèrent des larmes aux yeux de tous. Marguerite et Guillaume se tenaient l'un l'autre, 10 ans de séparation se dissolvant dans un flot d'émotions. Amélie, sentant l'importance du moment, resta inhabituellement, calme dans sa poussette, observant avec de grands yeux. « Tu avais raison », dit finalement Marguerite, touchant le visage de Guillaume comme pour s'assurer qu'il était réel. « À propos de tout, les recherches, le danger, tout. Je les ai gardés en sécurité, Guillaume. J'ai gardé nos filles en sécurité. » « Tu as fait plus que cela, » répondit Guillaume, la voix chargée d'émotion. « Tu as élevé Lucie pour qu'elle soit extraordinaire. Et maintenant, nous avons aussi Amélie. » Il se tourna pour regarder ses filles avec un amour et une fierté profonds. « Le moment est venu, » dit doucement Victoire. « Marguerite, nous sommes prêts à publier tout, toutes les recherches, toutes les preuves. Mais nous voulions que tu connaisses d'abord toute la vérité et que tu fasses partie de la décision. » Pendant l'heure suivante, ils expliquèrent tout. Les cèdres, les recherches continues, le réseau mondial d'alliés. Marguerite écoutait attentivement, posant occasionnellement des questions pointues qui montraient qu'elle n'avait rien, perdue de son intelligence vive pendant leurs années de clandestinité. « Donc les 3 breloques ensemble déclencheront la publication ?» demanda-t-elle, touchant sa propre breloque que Claire lui avait rendue. « Et vous êtes sûr que le monde est prêt ?»« Plus que prêt, » dit Dr Perrin depuis la porte, les ayant rejoints discrètement. « En fait, nous avons déjà reçu des signaux de notre réseau. Ils attendent notre feu vert. » Lucie observait ses parents ensemble, voyant comme ils retombaient naturellement dans leur ancien partenariat. Malgré 10 ans de séparation, ils bougeaient toujours en synchronisation, terminaient les pensées de l'autre. Cela lui donnait espoir pour tous les changements à venir. « Quand puis-je quitter l'hôpital ?» demanda soudainement Marguerite. « Je veux être à la maison quand nous ferons cela. Je veux toute notre famille réunie dans la maison Martin. » Thomas, qui était arrivé pendant leur conversation, s'avança. « J'ai parlé avec vos médecins. Avec des soins appropriés à domicile, vous pourriez sortir demain. »« C'est alors que nous le ferons, » décida Guillaume. « Demain soir, dans mon bureau, nous activerons le protocole de publication. » La famille Martin faisant enfin son entrée dans la lumière, ensemble. Comme pour confirmer la décision, Amélie poussa un cri joyeux, tendant les bras vers son père. Guillaume la prit dans ses bras et Lucie observa sa sœur placer sa petite main contre la joue de leur père, un geste d'une confiance et d'un amour si pur qu'il lui fit mal au cœur. Claire toucha doucement l'épaule de Lucie. « Es-tu prête pour demain? Pour que tout change ?» Lucie regarda autour de la pièce sa famille assemblée, ses parents réunis, Victoire souriant chaleureusement, Amélie dans les bras de leur père, les Dupont qui étaient devenus une part si importante de leur vie. Elle pensa à toutes ces années de secrets et de séparation, à l'héritage que ses grands-parents avaient laissé, à la promesse d'un monde meilleur caché dans ces 3 simples breloques. « Oui, » dit-elle fermement, « il est temps pour la vérité. Temps pour notre famille d'être à nouveau entière. » En quittant l'hôpital ce soir-là, Lucie remarqua un subtil changement dans l'air, un sentiment d'anticipation, de destin qui se mettait en place. Demain changerait tout, pas seulement pour les Martin, mais pour le monde. Et cette fois, ils l'affronteraient ensemble. Le manoir Martin rayonnait de chaleur tandis que la famille se rassemblait dans le bureau de Guillaume le soir suivant. Marguerite, confortablement installée dans un fauteuil capitonné, tenait Amélie, pendant que Guillaume faisait les derniers préparatifs à son bureau. Les 3 breloques lentilles reposaient, prêtes sur la surface polie du bois, scintillant à la lumière de la lampe. « Le réseau est en attente », annonça Dr Perrin, surveillant les communications sur un ordinateur portable sophistiqué. Des centres de recherche, des organisations, médiatiques et des groupes humanitaires du monde entier sont prêts à recevoir et à vérifier les données. Lucie se tenait près de la fenêtre, regardant le soleil se coucher sur Paris. Tant de choses avaient changé depuis cette nuit désespérée, où elle avait abordé un étranger devant une boulangerie, tenant Amélie et espérant de l'aide.
Maintenant, elle comprenait que l'espoir ne les avait jamais vraiment quittés. Il avait juste attendu, comme son père, le bon moment pour émerger. « Lucie », appela doucement Guillaume, « voudrais-tu faire les honneurs ?» Elle se retourna pour trouver tout le monde qui la regardait. Ses parents, Victoire, les Dupont, Dr Perrin. Même Amélie était devenue silencieuse, comme si elle sentait l'importance du moment. Lucie s'approcha du bureau et prit sa breloque lentille. « Ensemble », dit Victoire soulevant sa propre lentille. Marguerite confia Amélie à Claire et les rejoignit, complétant le triangle. Alors qu'elle tenait les 3 lentilles alignées, le texte caché sur la surface du bureau commença à luire doucement. Des nombres et des symboles apparurent, formant des motifs complexes que les systèmes informatiques traduisirent en code d'activation. « C'est fait », annonça Dr Perrin après un moment. « Les informations sont publiées dans le monde entier. Nous recevons déjà des confirmations de nos contacts principaux. » Guillaume entoura Marguerite de son bras, tous deux regardant les écrans d'ordinateur, les larmes aux yeux. « Maman et papa seraient si fiers, » murmura Victoire. « Leur travail, leur sacrifice, ce n'était pas en vain. »« Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Lucie, reprenant Amélie des bras de « Maintenant », sourit Guillaume. « Nous avons du travail à faire. Le monde aura besoin de conseils pour comprendre et mettre en œuvre ses découvertes de manière responsable. La Fondation Martin dirigera cet effort, avec nous tous travaillant ensemble. »« Et plus de cachette !» ajouta fermement Marguerite, serrant sa main. « Plus de cachette !» acquiesça-t-il. « Il est temps pour la famille Martin de prendre sa place légitime, non seulement en tant que leaders commerciaux, mais en tant que pionniers du changement positif. » Claire et Thomas échangèrent des regards fiers. « Nous aiderons autant que possible », offrit Claire. « Après tout, nous sommes tous une famille maintenant. » Lucie sentit les larmes monter à ces mots. Famille, pas seulement par le sang ou le nom, mais par choix et par amour. Elle regarda Amélie, voyant dans les yeux de sa petite sœur la même étincelle d'intelligence et de détermination qui avait conduit leurs grands-parents à leur découverte, leur père à protéger la vérité, leur mère à les garder en sécurité. L'héritage Martin, dit-elle doucement, concerne plus que de simples découvertes scientifiques, n'est-ce pas? Il s'agit de courage, de défendre ce qui est juste, d'utiliser les connaissances pour aider les autres. Exactement, répondit fièrement Guillaume. Et toi, ma chère fille, tu as compris cela instinctivement. La façon dont tu as protégé Amélie, les choix que tu as faits, tu t'es déjà prouvé être une vraie Martin. Alors que la soirée s'approfondissait dans la nuit, la famille resta ensemble dans le bureau, partageant des histoires, faisant des plans, renforçant des liens anciens et nouveaux. Dehors, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles, tandis qu'à l'intérieur, la chaude lueur de retrouvailles et de détermination remplissait chaque coin. Amélie s'endormit dans les bras de son père, une petite main agrippant sa chemise comme pour s'assurer qu'il ne disparaîtrait pas à nouveau. Lucie les observait, sentant un profond sentiment de paix s'installer en elle. Le voyage de leur famille avait été extraordinaire, mais à la fin, c'était l'amour pur et simple qui les avait tous ramenés à la maison. Et quelque part, elle en était certaine, ses grands-parents observaient, sachant que leur héritage continuait dans la prochaine génération de Martin. Un héritage non seulement d'esprit brillant, mais de cœur courageux et d'espoir inébranlable. La vérité était enfin libre, et avec elle, la famille Martin avait retrouvé son chemin vers la lumière.